la succession de facteurs qui ont conduit à ces tentatives d'assassinat est tout sauf dû au hasard. L'autonomie de la Corse, est-ce que c'est le moment ? C'est le moment, je crois. J'imagine que l'objectif poursuivi par l'Élysée, ça n'est pas de faire de Yvan Colonna un martyr. C'est pourtant, de fait, vous observerez ce qui est en train de se passer. Personne n'a à gagner à un retour de la clandestinité. Nous savons tous le prix, le coût humain. Il est considérable. Bonjour à tous. Que se passe-t-il en Corse ? Depuis l'agression d'Yvan Colonna dans sa prison d'Arles, l'île de Beauté est secouée par des manifestations et des affrontements violents. La situation est tellement explosive que Gérald Darmanin s'est déplacé en personne. Cette crise est donc éminemment politique. Alors que s'est-il passé dans cette prison ? Et surtout, pourquoi cette affaire a un tel écho en Corse ? Que réclament les autonomistes ? Qu'est-ce que l'État est prêt à concéder ? Allons-nous vers une redéfinition historique du statut de l'île ? Je vous en parle tout de suite sur Blast. État français assassin, ce slogan a retenti dimanche 13 mars à Bastia. À l'appel de tous les partis nationalistes de l'île, une manifestation a réuni entre 7 et 10 000 personnes devant la préfecture. Le mot d'ordre, réclamer justice et vérité pour Yvan Colonna et la reconnaissance du peuple corse. Lorsqu'à la fin du rassemblement, la manifestation dégénère en émeute, près de 70 personnes sont blessées de part et d'autre. Le week-end du 5 mars, un autre rassemblement avait eu lieu à Corté. Des manifestations similaires se succèdent depuis le 3 mars. La veille, le 2 mars, Yvan Colonna, militant indépendantiste condamné à la perpétuité pour sa participation à l'assassinat du préfet Claude Érignac à Ajaccio en 1998, a été violemment attaqué dans la maison d'arrêt d'Arles. L'agresseur est un autre détenu condamné pour des faits de terrorisme islamiste. Au matin, Yvan Colonna se trouve seul dans la salle de sport de la prison lorsque l'autre prisonnier, qui est chargé de l'entretien, entre. L'homme l'agresse et l'étrangle pendant de longues minutes. D'abord annoncé mort, Yvan Colonna est aujourd'hui dans le coma. Pour son avocat, Emmanuel Mercier-Pantalacci, cette affaire n'est pas qu'un fait divers en milieu carcéral. Il peut y avoir un caractère terroriste, il peut y avoir un caractère prémédité, il peut y avoir un caractère commandité à la tentative de meurtre dont Yvan Colonna a fait l'objet, et pour autant, il peut y avoir une responsabilité de l'État, d'ailleurs à deux égards. En réalité, la responsabilité de l'État, elle se pose notamment à deux égards. Premièrement, y a-t-il des manquements qui ont été commis dans la surveillance de ces hommes, tant la victime que le coupable, que l'auteur à ce stade? Y a-t-il eu des manquements de la surveillance? Et puis il y a une autre question qui induit la responsabilité de l'État, à laquelle la réponse apparaît à certains assez évidente, notamment à moi, c'est est-ce que l'auteur des faits pouvait légitimement bénéficier du statut d'auxiliaire, c'est-à-dire un statut quand vous êtes prisonnier, si vous êtes auxiliaire, vous accomplissez des tâches contre rémunération dans le cadre de l'exécution desquelles vous pouvez vous promener, si je puis dire, beaucoup plus librement. Donc cet homme, malgré son passé qui est glaçant, les nombreux incidents graves dont il a été l'auteur, des agressions, des violences, une tentative d'évasion avec prise d'otage d'une infirmière, a bénéficié pour autant de ce statut. Et de fait, s'il n'avait pas bénéficié de ce statut, il n'aurait pas pu commettre les faits qu'il a commis. Au demeurant, cette responsabilité éventuelle n'exclut pas le caractère terroriste. Et encore, s'il y a un certain nombre d'insulaires qui considèrent que, effectivement, l'État, indépendamment du caractère éventuellement terroriste, est responsable de ce drame. Alors, responsable, pourquoi ? Fondamentalement, parce que Yvan Colonna, ainsi que les deux autres personnes qui ont été condamnées, qui ont été considérées comme coupables pour les faits du 6 février 1998, c'est-à-dire l'assassinat du préfet Érignac, ces trois hommes-là qui demeurent en détention, sont incarcérés très loin de chez eux. Bon, or, les règles pénitentiaires, c'est l'article 17.1 des règles pénitentiaires européennes, disposent expressément que le prisonnier doit purger sa peine, j'ouvre des guillemets, près de son foyer. Si vous voulez, l'application de la loi a été écartée par le gouvernement français, au préjudice de ces trois hommes, s'agissant de ces trois hommes, elle a été écartée pour des motifs qui nous apparaissent politiques. Si vous voulez, le droit a cédé la place à la politique de la part du gouvernement français. Pourquoi est-ce qu'il, en dépit des termes de la loi européenne, ne purgeaient pas leur peine près de leur foyer? Parce qu'ils sont frappés du statut de DPS, détenu particulièrement signalé. Si vous êtes DPS, effectivement, il est considéré que vous ne pouvez pas purger votre prison, en Corse en l'occurrence. Qui décide du statut DPS? C'est le gouvernement. Officiellement, le garde des Sceaux, en réalité le Premier ministre, et en vérité, le président de la République. D'ailleurs, Castex, il y a quelques jours, quand il annonce la levée du statut de DPS, vous remarquerez qu'il annonce expressément, c'est la communication officielle de Matignon, nous levons le statut DPS à la demande du président de la République. Bien, donc il est
considéré, notoire, admis et non contesté que ça se passe au niveau de l'Élysée. Bien. Mais ce n'est pas le président de la République qui prend cette décision en réalité, ce n'est pas le président de la République Macron qui gère ce dossier depuis 5 ans. C'est son directeur de cabinet. Son directeur de cabinet, c'est Patrick Stroda. C'est notoire, c'est revendiqué, ça n'est pas dissimulé, ça n'est pas contesté, il n'y a rien de honteux, c'est tout à fait officiel. Patrick Stroda est l'ancien préfet de Corse. Vous voyez bien donc qu'il est en réalité juge et partie. Le corps préfectoral est victime, dans sa chair directe, des faits du 6 février 1998. C'est un homme qui a été malheureusement assassiné, mais c'est cependant un préfet. C'est le préfet qui a été vendu. C'est le préfet de Corse qui a été assassiné. C'est donc le corps préfectoral qui est victime des faits du 6 février 1998. Et Patrick Stroda est préfet, et en plus il est préfet de Corse. Et c'est lui qui gère ce dossier. C'est donc la victime directe, une victime directe de cet assassinat, qui décide du sort des coupables. Vous comprenez bien que ça ne pouvait pas bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé il y a une semaine, lorsqu'à 20h35, on m'appelle sur mon téléphone portable pour m'annoncer la levée du statut de DPS. Vous voyez bien que cette décision est complètement préméditée, elle a manifestement été conçue comme de nature à apaiser les tensions en Corse, et elle a été comprise dans un sens exactement contraire. Elle a été comprise comme une provocation. Je n'imagine pas un instant qu'elle ait été conçue comme une provocation. C'est comme ça qu'elle a été comprise. Vous voyez bien qu'une décision est pensée dans un sens et elle parvient à l'effet exactement inverse. Comment on peut se tromper aussi gravement, aussi au niveau de l'État ? Pourquoi est-ce qu'on arrive à créer des émeutes lorsqu'on veut apaiser la population ? Parce qu'on manque de discernement. Parce qu'on est jugé parti, qu'on n'est plus rationnel et qu'on n'est pas serein. C'est comme ça que l'État français arrive à faire d'Yvan Colonna, en l'occurrence, un martyr aux yeux de la population, de la jeunesse locale. Et j'imagine que l'objectif poursuivi par l'Élysée, ça n'est pas de faire de Yvan Colonna un martyr. C'est pourtant, de fait, vous observerez ce qui est en train de se passer. En Corse, on dénonce immédiatement la responsabilité de l'État dans ce qui s'est passé, à cause du statut particulier du prisonnier Colonna. Depuis longtemps, les autonomistes réclamaient qu'Yvan Colonna et d'autres prisonniers corses puissent venir purger leur peine sur l'île. En filigrane, il y a l'idée que si ce statut avait été levé, l'agression aurait pu être évitée. L'affaire devient alors une crise politique. Si le droit au rapprochement avait été appliqué de façon loyale, comme la société corse et les parlementaires français l'ont demandé, ce drame ne serait pas survenu. Donc, première responsabilité majeure de l'État. Deuxièmement, ce qui est certain, c'est que la succession de facteurs qui ont conduit à cette tentative d'assassinat est tout sauf due au hasard. Face à l'agitation, Gérald Darmanin arrive sur place mercredi. J'ai une mission du président de la République qui est d'être un homme de dialogue. Et donc un homme de dialogue, il dialogue. Voilà. Alors je suis venu avec des demandes de rendez-vous ou des sollicitations de ma part avant mon arrivée sur l'île de Beauté. Je constate que depuis mon arrivée, beaucoup de gens souhaitent me rencontrer. Je ne me vois pas refuser ces rendez-vous. Parmi ces forces vives, il y a Jean-Christophe Angelini, maire de Porto Vecchio et secrétaire général du Parti de la Nation Corse. Il s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur jeudi. Pour l'élu nationaliste, le gouvernement ne pourra pas apaiser la situation sans avancer vers la reconnaissance de l'autonomie corse. On l'a dit, on peut lancer tous les appels au calme. S'ils ne sont pas précédés par des mesures politiques fortes, ils peuvent rester autant d'incantations et c'est bien le risque. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on a voulu protocoler, entre guillemets, et proposer un accord qui soit écrit, clair, durable et qui engage la parole de l'État plus que celle d'un ministre ou d'un gouvernement. Des choses simples et fortes ont été dites. Il y en a eu 3. La première, la vérité, la justice pour Yvan Colonna. Qu'est-ce qui s'est passé dans la prison d'Arles ? Comment un des détenus les plus surveillés de France a-t-il pu être agressé par un des détenus les plus dangereux de France ? Il y a un problème. Donc aujourd'hui, on veut savoir. Et pas simplement parce qu'Yvan Colonna est entre la vie et la mort, mais parce que ce genre de choses n'aurait jamais dû arriver. D'abord parce qu'il aurait dû être rapproché depuis un moment, et ensuite parce que même détenu loin de son pays, il n'aurait pas dû connaître pareille situation. C'est inqualifiable. Donc on veut savoir, commission d'enquête parlementaire, etc. 2, on veut quelque chose qui englobe tous nos prisonniers. Donc poser un geste qui consiste à dire, allez, on tourne la page. On a eu jusqu'à 100 prisonniers politiques au même moment. Faisons en sorte qu'on n'en ait plus aucun. Et on ouvre une nouvelle séquence. D'autant que la clandestinité s'est arrêtée et que depuis des années maintenant, la paix s'est installée dans l'île. Bon, c'est ça qu'on attend. Et c'est ce que demande, au-delà du mouvement national, la société civile. Et enfin, il y a un troisième sujet, c'est l'évolution politique.
Moi, j'entends dire ici ou là l'autonomie, l'article 74 de la Constitution. Oui, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais l'honnêteté commande quand même de rappeler des choses. On ne peut pas entrer dans un dialogue et préjuger de l'issue complète des choses. Ça va supposer un échange. Moi, je suis partisan de l'inscription de la Corse dans l'article 74 pour aboutir à quelque chose, d'ailleurs, M. Darmanin l'a un peu proposé lui-même, qui ressemble au statut de la Polynésie française. Il y a des indépendantistes qui demandent l'autonomie et qui considèrent en effet qu'elle est une étape. Il y a des républicains et même des jacobins, ou en tous les cas des gens qui sont très républicains, qui demandent une autonomie précisément parce qu'ils sont convaincus qu'elle est l'antidote de l'indépendance, au sens où, responsabilisant davantage les gens à l'échelle locale, elle leur permet d'éviter de demander d'aller plus loin. Donc, l'autonomie aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très partagé. Donc, le problème n'est pas le concept juridique ou politique. Le problème, c'est la réalité opérationnelle. Qu'est-ce qu'on y met dans ce mot d'autonomie? Parce qu'on peut y mettre une chose et son contraire. Donc, moi, je crois que ce n'est pas nécessairement la première marche à l'indépendance, que des gens de tous horizons et de toute opinion aujourd'hui y adhèrent, d'abord, et ensuite que ce qui compte maintenant, c'est le contenu qu'on va lui donner. Donc, c'est le travail des prochains mois. M. Darmanin a dit quelque chose qui n'a pas été assez relevé, mais qui, à mon avis, est fondamental dans la séquence. C'est que l'on devait, avant la fin de l'année civile, donc avant décembre 2022, avoir arrêté, en cas de réélection d'Emmanuel Macron, les termes de cette évolution statutaire. Donc, on n'a pas simplement un principe, on a aussi un calendrier, 9 mois, et un pas de temps. Je crois que l'on peut encore éviter, pour être précis et clair, et notamment pour les auditeurs du continent, on peut encore éviter un retour de la violence politique et de la clandestinité. Pour peu que Paris et la Corse, au niveau qui est le sien, mais pour Paris surtout, accèdent à un processus qui soit réellement un processus de paix et pas uniquement une discussion préélectorale. Moi, je ne vais pas encore une fois faire de procès d'intention ou de surenchère. On parle de dévolution, on parle d'article 74, on parle d'autonomie. Je n'ai pas de raison d'en douter. Personne n'a à gagner à un retour de la clandestinité. Nous savons tous le prix, le coût humain. Il est considérable et j'espère que plus aucun jeune Corse n'aura a priori à le payer. Alors, que va-t-il se passer? Va-t-on vraiment vers une autonomie accrue de l'île? Les nationalistes sont en position de force depuis les dernières élections et la radicalité affichée par la rue a accentué la pression sur l'exécutif. Les discours de la classe politique sur le continent ont énormément évolué sur la question. L'autonomie de la Corse, est-ce que c'est le moment? C'est le moment, je crois. Le président Simeone, je lui parle tous les jours. Et il souhaite que nous ouvrions des discussions politiques, un dialogue institutionnel. Et le président de la République m'a demandé d'y répondre. Alors la Corse a voté à 3 reprises pour des élus autonomistes. Et massivement, 3 sur 4 de leurs députés. Je m'incline. Et je pense que l'application de l'article 74 de la Constitution, qui rapprocherait la Corse de la situation de la Polynésie française, et ne la rendrait donc pas moins française que la Polynésie, est la solution qui est adaptée, et d'ailleurs c'est leur demande. Olivier Jourdan-Rouleau est chargé des enquêtes à Blast, mais il connaît aussi très bien Marseille, la Corse et la politique de l'île. Pour lui, cette crise corse, qui surgit dans l'actualité à quelques semaines de la présidentielle, prend aussi ses racines dans l'attitude d'Emmanuel Macron depuis 5 ans. Pourquoi la question corse surgit comme ça et arrive en quelque sorte, c'est la seule, tu l'auras remarqué, question intérieure, c'est-à-dire franco-française, qui arrive un petit peu à percer la bulle des événements l'Est, puisqu'on est dans une configuration extrêmement inédite de cette élection présidentielle. C'est totalement inédit dans la Ve République, où aucune question intérieure ne perce. La Corse arrive à percer parce qu'il y a eu ces violences. Et pourquoi ça perce? Ça perce pour une seconde raison qui fait que explose ce mécontentement et qu'il y a ces violences. C'est l'attitude de Emmanuel Macron avec la Corse depuis son arrivée au pouvoir en 2017. La Corse, si tu veux, elle avait disparu des radars médiatiques parisiens depuis très très longtemps. Mais ça ne voulait pas dire qu'elle n'était pas traversée encore de tensions, notamment de tensions d'équilibre politique entre d'une part les nationalistes et les indépendantistes qui ont pris le pouvoir ensemble en 2015 et depuis aujourd'hui en 2021, Gilles Simeone, il est élu uniquement avec une majorité qui est siméoniste. Ça veut dire que les indépendantistes les plus radicaux
ne sont plus liés à cette majorité-là. Donc, il y a ces tensions internes de ce jeu entre les différentes composantes de la famille nationaliste. Mais surtout, il y a eu un sentiment très fort en Corse et très largement partagé d'avoir été humilié par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe? Emmanuel Macron, quand il était élu en 2017, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour que ça marche et qu'il rencontre la Corse. Il y a un déplacement qui est préparé en 2018. Je sais très bien comment il a été préparé, avec des émissaires qui viennent de Lille à Paris, voir les conseillers d'Emmanuel Macron pour préparer ce rendez-vous. Et il y a une feuille de route qui est établie. Cette feuille de route, c'est pas du tout celle qu'il va pratiquer en Corse. Et ça, c'est très courant chez Emmanuel Macron, cette espèce de façon de faire un peu à l'instinct et assez disruptive, où en fin de compte, il y a des feuilles de route qui sont négociées et établies, et il fait tout à fait le contraire. Qu'est-ce qu'il fait? Il humilie la Corse. Il y a cette commémoration des 20 ans de l'assassinat de Ferrignac sur les lieux de son assassinat. Il débarque avec un vieux cheval de retour, qui aujourd'hui est son soutien pour les élections présidentielles, un certain Jean-Pierre Chevènement. Venir en Corse, 20 ans après, avec Jean-Pierre Chevènement, quand tu as un nouveau président qui arrive pour ouvrir une nouvelle ère, je peux te dire que le message est très, très mal passé. Et par la suite, il y a eu un certain nombre de vexations qui ont été organisées. Il est resté deux ou trois jours, notamment des fouilles sur les représentants élus démocratiquement des Corses, des fouilles au corps, comme s'il accueillait des voyous. Ça ne s'est jamais fait, ça ne s'est jamais pratiqué. Donc il est arrivé avec un espèce de dédain et de mépris. Aujourd'hui, ils le payent. Et aujourd'hui, ils ont intérêt à ce que la visite de Gérald Darmanin, ça soit autre chose que du vent. Là, les Corses, ils sont échaudés. Je veux dire, les visites protocolaires, ils me l'ont tous dit, les responsables politiques. Gérald Darmanin ne vient pas pour une visite protocolaire, autrement, on n'y va pas. Ils n'y vont plus depuis 4 ans, ils n'y vont plus. Il vient parce qu'il est obligé, parce que la situation l'oblige. Et mieux, la situation l'oblige, là, cette semaine en Corse, mais elle l'oblige après. S'il ne se passe rien, ça va être terrible. Tu as vu que mercredi, on a vu un petit coucou qui rappelle des choses, un certain communiqué de gens qui se revendiquent du FLNC, ils ont été très, très, très clairs. S'il ne se passe rien, la colère qui s'exprime dans les rues va s'exprimer la nuit dans le maquis. Le message est clair, très clair. Aujourd'hui, objectivement, il y a toutes les conditions pour que soit enclenchée une évolution que les responsables politiques en Corse qualifient et espèrent qu'elle sera historique. Et quoi qu'on en pense, encore une fois, le suffrage universel s'est exprimé en Corse de façon répétée et régulière ces dernières années, de façon très, très massive. Tu ne peux pas gouverner contre un peuple. Ce n'est pas possible. Autrement, on n'est pas en démocratie. Donc aujourd'hui, la nature de la représentation politique et de s'exprime la population corse ou le peuple corse selon la façon dont on l'appelle, tu ne peux pas passer à côté, tu es obligé d'en tenir compte. Et je pense qu'aujourd'hui, Ivan Colonna a été le détonateur de quelque chose qui est totalement improbable parce que ça ne serait pas revenu sur le devant de la scène. Et là, ça sera très, très difficile de revenir en arrière et de ne pas avancer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Nous sommes aussi présents sur Facebook, Twitter, Instagram et Twitch. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur blast-info.fr. Soutenir. Nous n'existons que grâce à ce soutien et c'est lui qui nous permet de vous informer. Merci à tous. Allez, ciao.